Bonjour et bienvenue dans ma toute première vidéo sur YouTube. J'ai consacré cette première vidéo au développement Windows. Ça concerne aussi bien que les informaticiens que les non-informaticiens. Donc n'ayez pas peur. L'ensemble des comptables, des financiers, j'en passe. Vous pouvez toutefois apprendre le développement avec Windows. Windows est un environnement de développement très abordable et le plus facile. Et donc, si vous n'apprenez pas le développement avec Windows, si le développement est compliqué avec Windows, n'ayez pas plus loin. Donc, je pense que c'est l'environnement le plus facile. Je vous invite à liker mes vidéos et à vous abonner. Donc, on va lancer Windows 23. On va cliquer sur créer un projet. Là, Windows vous propose de créer une panoplie d'outils. Une application Windows, un service Windows ou Linux qui tourne en arrière-plan, une application Windows mobile, une archive Java, un web service au REST, des composants, des bibliothèques, des assemblages .NET, des patterns RAD et plans d'action. Pour ces deux derniers, je les ai jamais utilisés. Pour vous dire, cette panoplie d'outils, on va les voir au fur et à mesure, au besoin. Chaque création est utile pour quelque chose. Donc pour notre premier exemple, on va créer une application Windows. Là, l'assistant vous demande, bien sûr, de renseigner, comme tout assistant, de renseigner le nom du projet et le chemin du projet. On va l'appeler mon premier projet. Voilà, et on clique sur suivant. Là, si vous voulez rajouter des documents à votre projet, qu'on verra plus tard, au fur et à mesure. Bien sûr, on va créer une plateforme Windows pour notre première application. Là, vous choisissez entre un exécutable 32 et 64 bits. Maintenant, si vous voulez une meilleure portabilité de votre application, une meilleure portée, vous cliquez sur un exécutable Windows 32 bits, car l'architecture 64 bits peut toujours, toutefois, l'exécuter. Mais pas l'inverse. C'est-à-dire, un système d'exploitation à 32 bits ne peut pas exécuter un exécutable 64 bits. Donc on va choisir 32 bits. Là, si vous êtes plusieurs à utiliser bon, pour ne pas vous compliquer, on va dire que ça, il est destiné à être utilisé pour plusieurs personnes. Donc un gestionnaire de sources. Nous, on va pas l'utiliser. Ça complique encore plus pour le moment. Là, il vous propose d'utiliser le chat de programmation. Alors, qu'est-ce que c'est que la chat de programmation? En fait, pour l'ensemble des variables, il y a plusieurs types de variables. Par exemple, un éditeur de texte, là on saisit des informations, un listbox, là on sélectionne plusieurs choix, une table, ainsi de suite, etc. Avec Windows, si vous cochez la première option, utiliser chat de programmation, il va vous simplifier la vie. C'est-à-dire, pour un champ de saisie par exemple, il va l'initier toujours le préfixer par SAI. Pour une table, il va toujours le préfixer par table. Ainsi, pour l'ensemble des variables, vous allez avoir SAI nom, SAI prénom. Ça concerne les champs de saisie. Table, fusion. Table, je dis n'importe quoi. Pièce, ça c'est des tables pour le nom de variable.
Donc ça simplifie vraiment le développement. Je vous conseille fortement de le cocher. WinDev est livré en standard avec plusieurs interfaces. Donc à vous de voir le design, l'interface qui vous plaît. Pour mon compte, je choisis toujours l'Active Ubuntu pour une bonne raison. C'est que avec mon expérience dans le développement, il y a certains utilisateurs qui sont daltoniens. Et donc, l'assemblage de couleurs importe beaucoup dans votre application. Si vous utilisez des applications avec des couleurs confuses, l'utilisateur a du mal à l'utiliser. Donc, pour mon compte, la meilleure interface que j'ai trouvée dans cette panoplie, c'est l'Active Ubuntu. Donc je le choisis pour mon compte et choisissez n'importe quelle interface. De toute manière, vous pouvez toujours à tout moment changer l'interface. Donc allez-y et je vous invite à essayer l'interface qui vous plaît. Pour l'écran qui s'affiche, WinDev il vous propose de saisir les langues du projet. C'est très pratique si vous faites des applications multilingues. Par exemple, français, anglais et par exemple arabe. Avec bien sûr ici le choix des systèmes monétaires, les formats des nombres et tout. Donc si vous souhaitez faire plusieurs langues dans votre projet, vous cliquez sur ajouter, vous ajoutez les langues que vous désirez. Donc ainsi, chaque champ aura l'ensemble des langues. Donc vous devez remplir le champ par exemple avec plusieurs langues. Pour le prochain écran qui s'affiche, Windows vous invite à utiliser une base de données. Une base de données, il vous sert à stocker vos données. Pour notre premier projet, nous n'avons pas besoin d'une base de données. On verra ça plus tard. Donc on coche sur non, ne pas utiliser de base de données. Et voilà. Donc ici, il vous dit que c'est la fin du projet. Vous cliquez sur terminer. Voilà. Windows essaye toujours de vous assister au maximum. Là, il vous propose de créer une première fenêtre du projet. De toute manière, toutes les opérations avec Windows sont réversibles. D'accord? Si vous fermez cette fenêtre par inadvertance, vous pouvez toujours revenir et créer une nouvelle fenêtre. D'accord? Donc, on va créer notre première fenêtre. Bien sûr, on va pas voir toutes les formes de fenêtres cette fois-ci. On va juste se contenter de choisir le premier choix, fenêtre, normal. Voilà, vierge. Et voilà. On va lui donner un nom. Fenêtre, on va dire que c'est la fenêtre principale. De toute manière, on va avoir qu'une seule fenêtre. Et ici, c'est le titre. Le titre qui s'affiche en haut, ici. Hein, donc, ici. Donc, on va donner un nom à ma première fenêtre. Première fenêtre Windows. Et voilà. On enregistre. Ayez le réflexe d'enregistrer tout le temps, donc on sait jamais, surtout les environnements de développement, des fois ça bug et tout, donc ayez le réflexe d'enregistrer souvent. C'est un peu comme le web, hein, donc voilà. Le bouton que vous voyez sert à tester notre application. Donc si vous cliquez ici, c'est comme si vous faites une exécution de l'application.
Allez, on va tester notre fenêtre. On clique sur Go. La première fois, dans le projet, bien sûr, il vous invite à sélectionner la fenêtre principale du projet. C'est-à-dire, c'est la fenêtre qui va appeler toutes les autres. Et c'est toujours réversible, hein. Si vous vous trompez de la première fenêtre, vous pouvez toutefois modifier plus tard. Donc on clique sur Valider. Et voilà. Notre première fenêtre s'exécute normalement. On quitte. Maintenant, on va essayer d'utiliser un ensemble d'outils ou d'éléments et essayer de les interroger. D'accord? Pour notre premier essai, on va essayer de faire un calculateur quelconque. D'accord? Donc, on prend un champ de saisie ici. Donc, toujours création. Là, vous n'êtes plus dans l'accueil. Hein. Vous êtes dans création, onglet création. Vous sélectionnez cet objet saisi et vous le glissez. Et vous glissez la souris. Hein. Vous cliquez une fois et vous glissez la souris et vous cliquez la deuxième fois. Tac. Voyez l'endroit que vous voulez le mettre. Bien sûr, là, on va essayer de l'ajuster et tout. Et là, on va commencer à personnaliser notre champ de saisie. Donc, vous cliquez sur le champ avec le bouton droit et vous cliquez sur description. Voilà. Donc, le nom est important, très important. C'est avec ça qu'on programme. Donc, ce que vous allez écrire ici vous servira dans la programmation. Ce qu'on appelle la notion de variable. Donc ici, on va lui donner un nom. On va dire que c'est un... Alors, on va faire un calculateur. Donc on va mettre size montant 1. Et ici, c'est le libellé affiché. Hein. Donc on va mettre mon montant. Et là, on sélectionne numérique. C'est le type, hein, c'est important aussi. Parce que tout dépend du type. Vous allez utiliser des instructions de programmation selon le type. D'accord? Pour faire l'addition de ce champ avec un autre ou une multiplication, vous devez être sur type numérique. D'accord? Le masque de saisie est important pour l'affichage. Il n'est pas important pour le résultat. Donc, ici, c'est pour afficher les différents types les différents formats par exemple, dans notre cas, le numérique. Vous voyez là, vous voyez par exemple ici, 999 espace 999 pour espacer les milliers. Ou plus pour le signe, ainsi de suite. On va pas détailler ça pour cette fois, mais on va dire que voilà, on va choisir un numérique avec des séparateurs de milliers. Toutefois, vous pouvez... Alors, le 9, il remplace n'importe quel nombre. Hein. Si vous mettez le 9 par exemple, c'est quel que soit le nombre, avec 2 chiffres. Et là, on va mettre... On peut toutefois... On peut sélectionner. On peut toujours sélectionner et utiliser les différents formats proposés par Windev. Voilà, par exemple, une virgule à 4 chiffres après la virgule, un nombre à 4 chiffres après la virgule. Voilà, un nombre à 2 chiffres après la virgule. Un nombre à 2 chiffres après la virgule sera le signe moins, ainsi de suite. Donc, par exemple, moi, si je suis à l'aise avec Windev, je mets tout simplement, je saisis, .99. C'est du pareil au même. On clique sur OK. Alors, on ajuste, on réajuste. Vous voyez, donc le nom de variable, il ne s'affiche pas, il n'apparaît pas. Mais le libellé, hein, on retourne, description. Le libellé, c'est mon montant, donc il s'affiche ici. Voilà.
On peut revenir ici et prendre un autre champ de saisie. Tout comme on peut cliquer sur notre champ de saisie, le dupliquer, CTRL-D ou CTRL-C, CTRL-V. Vous connaissez tout, je pense que vous connaissez tous ça. Bien sûr, vous cliquez sur description, vous double-cliquez aussi, ça marche. Donc, tac, tac, et ça s'affiche. Ça, il monte en 2. Mon montant 2. Voilà. Donc j'ai créé ma deuxième variable. On va ajouter un bouton qui va servir au programme. On va mettre calculer. Voilà, ça marche aussi. Hein. Donc voilà, vous cliquez en mode saisie sur le champ et vous mettez calculer par exemple. D'accord, ça revient à faire ça, description, et venir ici lui donner un nom. Bouton calculer, vous voyez, il est assez robuste pour proposer le même nom de variable que le champ de saisie. Mais vous pouvez toutefois le modifier bien sûr. Donc on clique sur OK. Voilà. Là on commence notre premier programme. On va saisir notre premier programme. C'est très facile et abordable avec Windows. Donc on clique sur le bouton 3. Au lieu d'aller sur description, cette fois on va aller sur code. Voilà. Et une fenêtre de saisie qui s'affiche. Là vous voyez, rappelez-vous, on a deux variables de type saisie. Ça est mon montant 1 et ça est mon montant 2. Donc on va faire pour cette première fois une multiplication des deux nombres. D'accord. Donc on va mettre SAI montant 1 fois SAI montant 2. Je fais exprès de simuler l'oubli pour que vous compreniez bien. Donc je lance mon test, notre bouton. Je lance. Il me dit que c'est... Ah voilà. Donc il y a ici une erreur qui s'affiche. On va pas exécuter notre programme, on va cliquer sur là. Vous voyez? Une erreur de syntaxe sur le mot étoile. Il ne comprend pas. On clique sur le montant. Voilà. Ici, Windows attend un retour. D'accord? Un retour de résultat. Après, on va mettre quelque chose. Si vous voulez, il attend la sortie. Donc, on va mettre info pour afficher le message. Info, c'est montant 1, fois c'est montant 2. Et là, vous voyez, l'erreur disparaît. Il faudrait systématiquement l'interpréter. Donc, façon que donc, on clique sur Go. On va mettre par exemple un chiffre. Vous voyez, les séparés de milliers, ça marche. Hein, donc, vous voyez, il met un espace et la virgule, même si c'est un 0. On va mettre par exemple 5. Donc, on multiplie 145 853 par 5. Donc, sur calculer. Voilà, vous donne le résultat. Donc, c'est 729 277. Vous voyez, c'est avec la fonction info. Toutefois, on peut afficher un résultat dans un troisième champ de saisie, par exemple, bien sûr. D'accord. Donc voilà. On supprime, on duplique. CTRL-D. On va voir son nom. Code. Hop. Oups. Description. Ça est mon compte. On va appeler ça résultat. On va mettre aussi résultat dans le champ de libellé. Voilà. Et là, on modifie notre code. Au lieu d'afficher, on va mettre side résultat égal montant 1 fois montant 2. Voilà, on teste. Donc, on va mettre n'importe quoi multiplié par n'importe quoi et on va avoir un résultat
dans le troisième champ. Voilà. Voilà un peu une approche de manipulation du champ saisi. On va essayer de voir un maximum de champs. D'accord? Donc voilà. On retourne sur notre fenêtre principale. On retourne sur notre champ principal. On va essayer de créer une table de multiplication par exemple. D'accord? Donc, on va donner le multiplicateur et comment on appelle ça? Le multiplicateur et les bornes du multiplicateur. D'accord? Ça va par exemple entre 1 à 20 par exemple. D'accord? Alors, pour cette fois, toujours, je duplique. Au lieu d'aller recréer à chaque fois, je duplique mes champs, d'accord? Et je modifie. C'est pratique pour ne pas recréer le type, hein, donc il est déjà formaté et tout. Donc pour cette fois, je vais mettre des nombres entiers, donc je supprime les virgules. Là, on va mettre multiplicateur. On va l'appeler mul par exemple. D'accord? Et voilà, ça va. Et CTRL D. Bon, on va réduire pour que ça fasse. Voilà, on va mettre 9999 par exemple. On va se limiter à un chiffre. D'accord? Donc, on duplique toujours. On va mettre profondeur de multiplication. Profondeur. Voilà. Faites attention au degré. D'accord? Donc, ça vous sert en programmation. Donc, on va venir ici, voir, et ça révèle. Et là, la profondeur, on va cliquer sur Slide profondeur, par exemple. Voilà. Là, on va aller sur l'onglet création toujours. Cette fois, on clique sur l'onglet table et liste. D'accord? On va mettre une table verticale. Et on va venir la glisser ici. D'accord. Un assistant de création de table se lance pour vous simplifier un peu l'édition de cette table. Donc, ça peut être par exemple une table remplie en programmation. Vous pouvez afficher les résultats d'une base de données, d'un fichier, d'une table de base de données. Directement, vous liez la table. On va voir tout ça les prochains jours. Donc voilà, définir une requête, toujours, ça concerne les données de base de données. Vous voyez que c'est grisé parce qu'on n'a pas une base de données, hein, donc il ne propose que la première option. D'accord. Vous cliquez sur suivant, bien sûr. Dans l'assistant qui s'affiche, en prochaine fenêtre, vous pouvez sélectionner le type de table à utiliser. Est-ce que c'est en affichage ou en saisie? Si vous cliquez sur table avec saisie, vous pouvez modifier les données de la table. Ici, vous cliquez sur table avec saisie et modifier les données. Et vous pouvez aussi autoriser la saisie en cascade. C'est quoi la saisie en cascade? C'est le rajout de nouveaux enregistrements. Donc, si vous décochez ça, vous ne pouvez pas ajouter une nouvelle ligne. Mais si vous la cochez, vous pouvez toutefois ajouter la ligne. Ainsi, avec cette option, vous pouvez que modifier ce qui existe. D'accord? Pour notre cas, on va sélectionner tableau avec affichage. D'accord? À droite, vous pouvez aussi personnaliser la sélection ou la non-sélection des lignes, des colonnes, des cellules. D'accord? Par défaut, c'est une sélection simple. Vous pouvez avoir une sélection multiple ou pas du tout. Rien. D'accord? C'est valable aussi pour les colonnes et les cellules. Cliquez sur suivant.
Ici, il vous parle de l'orientation de la table. D'accord? Si vous voulez que les titres soient en vertical ou en horizontal. D'accord? Par défaut, c'est vertical, bien sûr. Ici, il nous donne l'option de choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes à afficher. Attention, là, si vous sélectionnez par exemple 10 lignes à afficher, vous pouvez bien sûr voir le reste des lignes en glissant la table. D'accord? Mais pas pour les colonnes. Les colonnes, si vous sélectionnez 2 colonnes, vous n'aurez que 2 colonnes. Pour notre exemple, on va choisir 3. Donc, on clique ici pour ajouter une 3e colonne. Alors, pour personnaliser les colonnes, on vient que cliquer sur chaque colonne et venir en bas, leur donner un titre, bien sûr qui servira de libellé, d'accord? On va mettre par exemple nombre. En fait, je pense que j'ai oublié de vous parler du programme que je suis en train de faire. Hein. Donc, je vais tout simplement faire une table de multiplication, d'accord? Un multiplicateur de nombre et la profondeur. D'accord? Donc, on va mettre nombre. Toujours en numérique. D'accord? Pour nous faciliter la vie, ici c'est la largeur de la colonne de là à là. Donc, par exemple, vous pouvez faire ça aussi. Hein. Ça réduit la taille en bas. D'accord? Ici on va mettre, on va mettre 70. Ici on va mettre multiplicateur. Donc, multiplicateur. D'accord? Ici on va mettre résultat. Résultat. D'accord? Là c'est type texte. Donc convertir en numérique. Et aussi en numérique. On clique sur suivant. On donne un nom de variable, donc c'est table multiplication par exemple. Ici c'est là le nom de variable qui va nous servir à la programmation. Hein, donc faites attention à la nomination des noms. Ici c'est le libellé de la table. On va mettre table de multiplication. Là c'est le nom affiché, rappelez-vous. Hein. Voilà. On clique sur suivant. Et voilà. Vous voyez que la table prend toute la largeur, d'accord? On peut bien sûr personnaliser en glissant. Hein. C'est toujours les mêmes options qui s'offrent. On va essayer d'arranger, voilà. Et on va mettre un autre bouton qu'on va placer par exemple ici. On va mettre par exemple calculer comme libellé. Voyez, ici dans le libellé, je peux dupliquer. Je peux jamais dupliquer le nom de variable, d'accord? Chaque variable est unique. Par exemple, ici, si je passe sur description, le bouton calculer. Si j'essaie par exemple de mettre le même nom de variable ici, bouton calculer, tac, voilà. Il vous dit que le nom existe déjà et ça rentre en conflit. Il vous propose un nom automatique, un deuxième nom automatique, d'accord? On va par exemple lui donner un autre nom significatif, calculer, multiplicateur, par exemple. Voilà. Vous voyez? Ça ne concerne pas le libellé. Toutefois, je suis libre d'écrire ce que je veux dans le libellé, d'accord? Mais pas dans le nom de variable. Le nom de variable est toujours unique. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre dans le code. Allez-y. Alors, rappelez-vous.
Dans ce deuxième exemple, on a un premier champ, un deuxième champ, un troisième champ. D'accord? Donc, c'est SIMU. Vous voyez, si on pop-up en formule, il vous donne le nom de variable. D'accord? Voilà, SIMU, side profondeur, table multiplication. Donc, je souhaite faire une boucle de 1 à la profondeur, mettre le multiplicateur ici et le multiplier pour avoir un résultat. Je pense que c'est clair. Donc, on va aller tout de suite dans le code. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, c'est du français en Windows, hein, la programmation en français. Donc, on va mettre une boucle pour un compteur I, connu des informaticiens, d'accord? I égale à 1, A. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc, quelqu'un peut me dire? AC, profondeur. Donc, on part de 1 à la profondeur qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une ligne à la table. Donc, table, c'est avec l'instruction table ajoute ligne. Première ligne. Donc d'abord on sélectionne la table. Donc on souhaite rajouter des lignes, d'accord? Virgule. La première colonne c'est le nombre, d'accord? On va mettre le I, le compteur I. Deuxième colonne, c'est le multiplicateur, donc c'est mul, virgule. Et le résultat, ça va être une multiplication de I par le multiplicateur. D'accord? Le nombre, le compteur par le multiplicateur. Donc on va mettre SIMU, étoile, qui est le signe de multiplication en informatique, I. Et voilà, value. On teste. Donc, on va mettre par exemple le multiplicateur 7, le profondeur de 20, et on essaie. Voilà. Donc le nombre, ça varie de 1 à ma profondeur, qui est 20. Donc c'est le I. Le multiplicateur, il se répète pour chaque ligne. Et le résultat de la multiplication. Donc c'est 7, c'est 14, ainsi de suite. D'accord? Et voilà. Donc si vous souhaitez par exemple revoir le programme, on part ici, donc le I qui varie de 1 à la profondeur, c'est un entier. Le multiplicateur, on ramène le résultat du champ de saisie SIMU, on copie à chaque fois, on réplique, et SIMU, on fait la multiplication, on multiplie le I. On peut cliquer ici pour fermer la pour arrêter le développement, terminer le test, d'accord? Et voilà. Vous voyez que avec Windows c'est pratique. En fait, pas la peine de déclarer une variable. Les informaticiens savent de quoi je parle. Pas la peine d'aller déclarer une variable de type entier, I de type entier. On pouvait faire ça, I et entier. Mais là, Windows reconnaît directement que I est un entier. De par la formule de la boucle pour. C'est intelligent. D'accord. Je voudrais vous parler d'une autre instruction utile dans le développement pour l'étape. Donc on relance. Vous voyez. On prend un multiplicateur, par exemple
3. On fait une profondeur de 5. On clique sur calculer. Voilà, il affiche le résultat. On prend notre multiplicateur, 8. Tac. Vous voyez, il affiche le résultat en bas. Donc ça fait qu'augmenter le nombre de lignes. Pour ce faire, pour y remédier, pour que à chaque fois il réinitialise la table, il y a une autre instruction qu'il faut avoir toujours en réflexe, d'accord? Bien sûr, avant la boucle, on va rajouter table supprime tout et on donne le nom de la table. Voilà, table multiplication. Lorsqu'on relance notre programme, d'accord? Donc on met un multiplicateur, une profondeur, on calcule. On met un autre multiplicateur, on garde la même profondeur, on calcule, tac. Et ça supprime l'ancien résultat et là ça affiche le nouveau résultat. Voilà pour tout ce qui concerne les tables. On va y revenir dans plus de détails, hein, dans les bases de données et autres. Voilà. Par la suite, on va s'intéresser à d'autres champs, à d'autres objets qui sont utiles au développement d'une application. Je vous présente donc l'élément combo sélecteur interrupteur. Donc on commence tout de suite par le champ combo, d'accord? On clique, on ramène le champ bien sûr. Toujours, ici ça prend un peu le comportement de la table. Là, donc il vous propose, est-ce que vous voulez que ce soit rempli par programmation ou que vous vouliez afficher un résultat ou une donnée d'une table de données, d'une base de données. Là c'est gris, c'est grisé parce que on n'a pas de base de données, d'accord? On clique donc sur suivant. Toujours, vous voyez que ça ressemble à la table, hein, le champ table. Donc si vous voulez autoriser la saisie avec une saisie assistée qu'on va voir plus tard dans les bases de données. Donc vous voulez trier le combo aussi du contenu, que ce soit par exemple selon le type, soit en numérique ou par ordre alphabétique, d'accord? Là on va juste afficher une liste, d'accord? On clique sur suivant. Bon, j'ai oublié de vous parler de ça. Donc, dans la deuxième section, je vous propose, est-ce que vous voulez afficher une liste, juste un texte, d'accord? Un seul champ, sur une colonne, ou une table. Donc, il vous dit ici, une table peut afficher les données sur plusieurs colonnes. Donc, vous pouvez imaginer par exemple mettre un champ liste avec le code du champ et le libellé par exemple. C'est pratique si vous connaissez par exemple, si vous êtes familier à utiliser par exemple le code plutôt que le libellé et vice versa, d'accord? Pour ce premier exemple, on va juste sélectionner liste et on clique sur suivant. Voilà. Ici, il vous parle du contenu initial, hein? Donc il vous dit de saisir le contenu initial de la liste, séparé bien sûr par un retour chariot. Donc à chaque sélection, vous devez cliquer sur entrée. Par exemple, on va mettre pour le contenu initial liste 1, entrée, liste 2, entrée, liste 3, par exemple. On clique sur suivant. C'est toujours réversible, là, donc vous pouvez vous amuser à mettre n'importe quoi que vous pouvez corriger par la suite. Voilà, donc on clique sur suivant. On donne toujours un nom de variable. Combo, on va mettre liste 1 par exemple. On va mettre liste pour ne pas confondre avec ce qu'on avait mis dans la sélection. Et ici, toujours, ça concerne le libellé affiché, donc ce qui va être affiché. Ici, c'est pour programmer, et ici, c'est pour afficher. D'accord? Donc, on va mettre, par exemple, toujours, on va rester sur notre
jargon, ma première liste. On va mettre en parenthèse combo, c'est connu sous le nom de combo en général, ou combo box. On va mettre combo box aussi, d'accord. On va cliquer sur voilà. Voilà notre première liste, hein, d'accord. Voilà, toujours, vous pouvez cliquer et tout, d'accord. On continue à ramener d'abord les champs et puis les utiliser après dans la programmation, d'accord. Donc on clique sur sélecteur, on ramène un sélecteur. Voilà, le sélecteur c'est sans assistant, hein. En revanche, bien sûr, dans la description, vous pouvez toujours retomber sur ce qui a été proposé dans l'assistant. Vous voyez, on avait renseigné les 3 listes que vous pouvez modifier ici, le livret, ainsi de suite. Je vous épargne le détail pour le moment, d'accord. Donc on clique sur OK. Et ici aussi, on va mettre, on va cliquer sur description. On va donner un nom au sélecteur, celle. On va répéter, donc sélecteur. On va mettre dans la même logique, bon, premier sélecteur. Voilà. Pour le reste des options, on va y revenir, hein. Donc mode d'affichage, ainsi de suite, et tout, d'accord. On va s'intéresser pour le moment au contenu, d'accord. Donc vous voyez que voilà, notre sélecteur dispose que de deux options, voilà. Et ici c'est les liblets, donc dans le contenu, c'est les liblets des options. On va mettre, c'est juste pour différencier, hein, d'accord. Mon option 1, mon option on peut rajouter et supprimer ici bien sûr les options. On rajoute une troisième qu'on va nommer mon option 3. Voilà, voilà. On clique sur OK. Voilà nos options, d'accord. Vous voyez, vous pouvez bien sûr mettre en page et réajuster pour avoir une meilleure concordance. Vous pouvez bien sûr mettre ce sélecteur sur plusieurs colonnes, hein. On va faire tout de suite, par exemple, on décide de mettre 2 colonnes, hein. L'option 1 ici, l'option 2 là, et ainsi de suite. Donc, on clique sur description. On va sur détail. On vient sur nombre de colonnes et on va mettre le nombre de colonnes souhaité. On va mettre 2. On peut bien sûr mettre de multiligne, une option en multiligne, faire la mise en forme RTF avec du gras et des couleurs et tout. On peut personnaliser la hauteur automatique des colonnes, ainsi de suite, hein, d'accord. Là on a juste mis 2 colonnes, d'accord, pour voir ce qu'il donne. Voilà, vous voyez, donc il remplit la première option, après il passe à la deuxième. Donc option 1, option 2, option 3, ainsi de suite. On ramène tout de suite aussi un interrupteur, d'accord, pour finir avec ces objets. On le glisse. Vous voyez, l'interrupteur et le sélecteur, ils se ressemblent, à une différence près. D'accord, on clique sur description, on personnalise d'abord et je reviens sur le détail. Voilà, option 1, option 2, option 3, on va mettre la même chose, d'accord. Mon option 1. Alors, pour voir ce qui est, pour différencier, on va mettre, alors, on lui donne le nom, interrupteur. Affichage, interrupteur, toujours dans la même logique. D'accord. Toujours, on peut le mettre sur la colonne et ainsi de suite.
ainsi de suite pour distinguer, d'accord? C'est que du libellé, donc on peut dupliquer toutefois. Mais rappelez-vous, vous développez des applications destinées à d'autres utilisateurs, pas à votre compréhension. Donc réfléchissez à ce que l'utilisateur final comprenne ce que vous attendez de lui comme entrée ou option, d'accord? Donc il faut qu'il soit explicite, il faut qu'il soit le plus clair possible. On verra dans les prochains jours quelques techniques, comment faire pour avoir une meilleure ergonomie par rapport toujours à l'orientation de l'utilisateur. Voilà. Donc on va le mettre sur allez, détail. On va le mettre sur 2 colonnes. On garde la même logique. Vous voyez que ça fait beaucoup là, donc on va essayer de réarranger, d'accord? On aligne. Vous voyez, il y a un magnétiseur dans l'éditeur de fenêtres qui vous sert pour aligner les deux. Vous voyez, par exemple, je vais ici, je glisse, je commence à glisser. Vous voyez que le magnétiseur vous freine bien sûr, vous pouvez continuer, hein, il vous freine et vous arrête là où c'est aligné. Que votre ergonomie soit le plus beau possible. Voilà, par exemple, je m'aligne, voilà, j'aligne tous mes objets, d'accord? Alors, juste pour faire la distinction, on va faire descendre ça, on va faire descendre ça. Par exemple, on peut imaginer mettre quelque chose dans le style. Vous voyez, le style, il vous servira, on reviendra plus tard sur le style. Il va vous servir de personnaliser le design ergonomique de votre objet. Ici, par exemple, je souhaite afficher un cadre extérieur. Vous voyez, ici il est transparent. Je choisis une couleur, par exemple. Je clique sur tac, le type de cadre, tac. Vous voyez, il me trace un carré, un rectangle pour distinguer l'objet. Je fais pareil pour le sélecteur. Donc, je vais mettre n'importe quelle option. On va mettre par exemple. On garde toujours ça, d'accord? La couleur du cadre, vous pouvez bien sûr choisir et personnaliser. Par exemple, on va mettre une autre couleur, voilà. D'accord? Et c'est pareil pour la liste, mais je ne le ferai pas, d'accord? Donc, voilà, on va s'intéresser à la programmation de ces objets. Allez, on va rajouter un libellé pour qu'on sache l'utiliser. Le libellé, c'est un champ juste pour affichage, hein? Donc voilà. Et exceptionnellement pour ce champ, on va le personnaliser. On vient sur l'onglet style, on va sur libellé par exemple, on choisit, voilà, c'est du rich text, hein? On va le souligner, l'italique et tout ce qui suit. On sélectionne une police. Hop. On va mettre du verdana par exemple. En couleur, on va mettre par exemple du orange ou du bleu demi-teint. On peut mettre une ombre. D'accord? Ça, c'est un champ juste affiché. On va nuancer pour que ça s'affiche. D'accord? Non, le jaune, il le fait pas. Tac, qu'est-ce qu'on va mettre? Peut-être qu'on devrait changer ici. On va mettre ça comme ça, ça comme ça. Voilà. Un bleu, on va mettre du blanc peut-être. Voilà. Pour distinguer les couleurs. Bien sûr, vous choisissez l'orientation de l'ombre et tout. D'accord. Et on clique sur Entrée. C'est un livret, hein. Un livret, c'est juste pour affichage. Je pense que je devrais mieux
n'est pas clair. Je m'étale sur ça, mais bon. Alors, on va mettre par exemple du rouge de mi-teint. Allez, n'importe quoi. D'accord. Vous pouvez flouter. D'accord. Mettre une ombre floue. Ici, vous sélectionnez par exemple très flou pour distinguer. Vous sélectionnez le décalage horizontal, la verticale. C'est pas très ergonomique, donc on garde 6 on va dire. La luminosité, 100% ça disparaît. Vous voyez, 0 c'est très terne, hein? Donc on va laisser 50%. Luminosité, on clique sur OK. Voilà. Plutôt que d'utiliser un bouton cette fois, on va s'en passer, on va le laisser pour plus tard. On va s'intéresser à la manipulation des champs. Alors, on va utiliser toujours le libellé, ce libellé, pour afficher le résultat de la sélection. D'accord? Donc, notre objectif, c'est celui-là. On va nommer résultat. On va mettre par exemple comme contenu initial, résultat de sélection. Voilà. En programme, on passe directement au code du premier, sans étaler, hein, premier objet, la liste. Donc vous voyez, il y a plusieurs types ou événements que vous pouvez utiliser pour la programmation. Est-ce que vous voulez que ce soit lors de la sélection, lors de la sortie, lors de l'entrée, ainsi de suite. Vous pouvez toujours ajouter des événements ici, hein, avec le bouton. Donc, nous on va s'intéresser à la sélection. D'accord. Donc, lorsqu'on sélectionne l'objet, on veut que ça affiche quelque chose. Donc, lors de la sélection, qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir du champ libellé pour afficher le résultat. Donc, notre output, c'est le champ libellé. Donc, et on souhaite afficher le résultat de la sélection. Donc, rappelez-vous, on a trois choix dans la liste, combo liste. Donc, on va afficher le résultat. Alors, on va mettre donc type résultat, c'est le nom de variable, rappelez-vous, égal combo liste. Je vais pas vous embrouiller pour le moment par rapport au type de variable, d'accord? On va s'intéresser, on pouvait toutefois mettre ici moi-même, ça désigne toujours l'objet, mais je ne vais pas vous embrouiller pour le moment. Et on va mettre deux points, point, pas de point de suspension. Donc, combo liste, point, valeur, ou valeur affichée. Vous avez le choix entre valeur et valeur affichée. La valeur, ça vous fait retourner, tout dépend le type de champ. Hein. Si c'est du type texte, ça vous fait retourner la même chose que valeur affichée. Mais si la valeur de retour est de type entier, ça vous retourne le rang. D'accord. Donc, je ne vais pas vous embrouiller encore une fois, je vais mettre valeur affichée. D'accord. Et c'est tout. On teste notre programme. Donc, rappelez-vous, si je sélectionne une liste, un élément de ma liste, je dois avoir en retour liste 1 par exemple, ici, dans le résultat. Donc je clique, tac, liste 1, vous voyez, vous affichez exactement ce qui a été, ce qui est visible sur la combo. Liste 2, liste 3. Maintenant on va tester avec instruction valeur pour voir les différences. D'accord. Donc c'est combo liste pour valeur. Tac, il vous donne le rang. Vous voyez la différence. 1, 2, 3. C'est pratique pour que vous puissiez faire les tests plus tard.
Si c'est 1, alors. Si c'est 2, alors. Vous voyez, donc tout dépend ce que vous voulez faire avec votre compte. Sans étaler, on va s'intéresser au deuxième objet. Sélection. Le sélecteur. Alors, j'ai oublié de vous parler de quelque chose à propos du sélecteur. Lorsqu'on va sur le contenu, vous voyez, c'est pas pour rien que c'est écrit ici 1, 2 et 3. D'accord. Cet objet est différent de la liste. D'accord. Là, si vous, par exemple, vous cliquez sur une, il vous fait retourner 1. 2, il vous fait retourner 2. 3, il vous fait retourner 3. À la différence de l'interrupteur, dans cet objet, vous pouvez que sélectionner qu'une seule option. D'accord. Donc, si vous avez 3, vous avez un choix entre les 3. Mais avec l'interrupteur, vous pouvez les sélectionner tous les 3. D'accord. Donc, on va mettre code toujours à chaque modification cette fois. D'accord. Vous voyez, chaque objet a ses propres événements, son propre comportement, hein, tout dépend. Ici, pour cet objet, on doit se mettre sur à chaque modification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, on n'a qu'un seul output, rappelez-vous. On va mettre type résultat égale sélecteur. Et c'est tout. On teste. Voilà, 3, c'est l'option 3. 2, c'est l'option 2. Vous voyez, il vous fait retourner ce qui a été mentionné dans l'onglet détail. D'accord, on retourne pour que vous voyez mieux. Voilà, contenu 1, 2 et 3. Voilà pour cet objet. Pour l'interrupteur, c'est différent. Hein, donc, on va sur code. D'accord. L'interrupteur, on va tester. Hein, d'accord. On va mettre par exemple type résultat égale int interrupteur. On teste. Vous voyez que ça ne change pas et que ça donne n'importe quoi. En fait, cet objet nous sert plutôt de contrairement à celui-là, on n'a qu'une seule sélection, donc on peut afficher le résultat. Dans l'interrupteur, on a un ensemble de choix à sélectionner en même temps. D'accord. Pour les distinguer, on met entre crochets le numéro de l'interrupteur. Donc on a 3 interrupteurs. Par exemple, si on décide de voir le choix de l'utilisateur sur le premier, on va mettre un entre 2 crochets. D'accord. Toujours, ça va nous donner n'importe quoi. Lorsque je clique sur l'interrupteur, il donne 1. Lorsque je reclique, il donne 0. Lorsque je clique ici, il donne 0. Je reclique, il donne 0. Voilà, ça donne 0 parce que dans mon programme, j'avais sélectionné le choix numéro 1. Donc l'utilité de ce champ, c'est différent. D'accord. C'est plutôt pour faire les tests. Lorsqu'on clique sur chaque résultat, ça n'a pas de sens. Mais plutôt, on va essayer d'exploiter un bouton. D'accord. On va mettre dans le bouton. On peut toutefois, allez, on va l'exploiter. On va rester dans la même logique. D'accord. Donc dans le bouton, qu'est-ce qu'on va afficher? Lib. On va afficher tous les interrupteurs qui existent. D'accord. Libre résultat égale int interrupteur crochet 1 pour afficher l'état de l'interrupteur. C'est 0 ou 1. En fait, c'est éteint ou allumé. D'accord. Plus. Ça, c'est une concaténation de chaînes de caractères. C'est pour pouvoir afficher plusieurs chaînes de caractères collées. D'accord.
parce que LibRésultat est un champ texte. Si je mets multiplication pour un champ de type numérique, il va faire l'addition. D'accord, rappelez-vous. Donc, puisque c'est un champ texte, c'est un champ chaîne, c'est connu des informaticiens, et je m'adresse à tout le monde, donc si c'était qu'aux informaticiens que je m'adresse, je n'aurais même pas parlé de ça. Donc on va mettre entre guillemets, d'accord, pour séparer, hop, chaîne de caractères, plus interrupteur, entre crochet, 2, plus, allez, on va mettre autre chose, hein. On va mettre par exemple le point de suspension. Donc vous affichez tout simplement un collage, une concaténation de plusieurs champs, d'accord. Interrupteur, crochet, 3 pour la troisième option, d'accord. On teste, tac, mon interrupteur, je coche, il donne 1, 0, 0, donc c'est 1, 0, 0, tac, donc c'est 1, 0, 1, 1, 0, 1, et ça c'est les séparations que j'avais sélectionnées, hein. Et tac, donc à chaque fois il affiche l'état des 3 interrupteurs. Tac, 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 tac. Voilà. Maintenant, je voudrais vous parler d'autre chose. Alors, il est temps d'utiliser le bouton pour expliquer c'est quoi cette histoire de programmation. À l'instar de ce qu'on a fait avec la date, rappelez-vous, donc on l'avait rempli par programmation. Rappelez-vous, je vous avais dit que j'allais remplir ce champ initialement avec quelque chose. J'ai mis liste 1, liste 2, liste 3. Je peux le mettre à blanc. D'accord. Et lorsqu'on exécute, il ne va rien afficher. Ça va être une liste vide. Vous voyez. Maintenant, je dois exploiter ce bouton pour remplir la liste. D'accord. On va donner un nom. On va mettre remplir liste. On va mettre comme nom de variable btn remplir liste. Bon, je m'étale pas sur les noms beaucoup sur les noms de variables des boutons parce que pour le moment on ne les utilise pas. Mais plus tard ils seront très utiles, d'accord. Pensez à mettre des noms significatifs au bouton. On verra plus tard ça. Donc je voudrais remplir la liste avec les 3 éléments que j'avais supprimés, d'accord. Pour ce faire, on utilise l'instruction liste ajoute. Toujours, à l'instar de la date, vous vous rappelez, donc on met liste cette fois. On va mettre un champ, c'est pas avec plutôt encadré avec des guillemets, bien sûr, pour distinguer le texte d'une variable numérique. D'accord. Le texte, il faut toujours le mettre en guillemets, entre guillemets. On va mettre liste 1. On va faire du copier-coller. Ça vous servira en programmation. Ça vous évitera de refaire le travail à chaque fois. Vous voyez, là, ça me facilite la vie. Je vais mettre juste 2, 3. Voilà. Et on lance. On teste. Vous voyez, à l'initial, c'est vide. On clique sur remplir liste. Et tac, c'est magique. Voilà. À l'instar, toujours, je reviens. Je vous avais dit que son comportement est proche du comportement de la table. Si je clique encore une fois sur remplir liste, tac, tac, tac. Et voilà le charabia. À chaque fois, il rajoute. Vous voyez? À l'instar de la table, toujours, il faut penser à réinitialiser toujours votre liste. Liste supprime tout.
à l'instar de tab supprime tout pour la table, d'accord? Liste supprime tout, on donne le nom de la page, on relance, tac, premier affichage, tac, deuxième affichage, tac, troisième affichage, ça reste toujours 3. On va faire mieux. Donc, liste supprime tout. Plutôt que de dupliquer notre liste pour la remplir, on va utiliser une boucle pour i égale à 1 à 10. On va mettre liste ajoute. Toujours le nom de la variable et l'élément. On va mettre liste de texte. Donc on piétine cette fois avec son guillemets, hein, pour qu'on puisse avoir un numérique qui s'affiche, qui se concatène, d'accord, on ajoute un pas de 1 à chaque fois. On lance, c'est vite, remplir, tac, et voilà, tac, ça reste toujours 10. Et voilà pour ce premier cours. Il est à présent fini, terminé. Je vais vous mettre le code source en description. Alors, je vais le compiler pour le Windows 23, le Windows 24 et le Windows 25. Donc, ça vous permettra, ça va vous éviter de le recompiler avec le... Allez, à bientôt, ciao.